Bonjour, je m'appelle Rémi, je suis en CM2D au lycée français René Descartes. Je vais vous lire un extrait, Le BGG, le bon gros géant. C'est un roman fantastique de Roald Dahl. À la chasse aux rêves, le bon gros géant posa sa valise sur le sol et se pencha si bas que son visage énorme se trouva tout près de Sophie. À partir de maintenant, prévient le BGG, il va falloir se tenir aussi tranquille qu'une toute petite souris. Sophie hocha la tête en signe d'approbation. La vapeur brumeuse tourbillonnait autour d'elle. Elle avait les joues humides et des gouttes de rosée dans les cheveux. Le BGG ouvrit la valise et en retira des bocaux vides. Puis il les disposa sur le sol après en avoir dévissé les couvercles. Il se releva ensuite et se tint bien droit. Sa tête était loin, là-haut, dans la brume tourbillonnante, apparaissant, disparaissant, tour à tour. Dans sa main droite, il tenait le long filet à attraper les rêves. Sophie leva le regard et l'observe. Dans sa main droite, Sophie leva son regard et l'observa. Elle aperçut dans la brume ses immenses oreilles qui s'écartaient lentement de sa tête. Peu à peu, elles se mirent à remuer doucement d'avant en arrière. Puis soudain, le BGG fit un bond, il sauta en l'air et balança le filet dans la brume avec un grand mouvement de son bras qui produisit un sifflement. « Je l'ai eu !» s'écria-t-il. « Vite, vite, un bocal, un bocal !» Sophie ramassa l'un des bocaux et lui tendit. Le BGG l'attrapa, abaissa son filet, puis avec d'infinies précautions, fit tomber du filet dans le bocal quelque chose d'absolument invisible. Il lâcha ensuite le filet et plaqua rapidement une main sous l'ouverture du bocal. « Le couvercle !» murmura-t-il. Sophie le lui donna. Le BGG le vissa soigneusement, fermant ainsi le bocal. Tout surexcité, il le tint contre son oreille et écouta attentivement. « C'est un croche-tout-cœur !» murmura-t-il avec enthousiasme. « C'est mieux que ça, c'est une bouille de gnome dorée. » Sophie le contempla avec curiosité. « Oh mon Dieu !» lança-t-il en tenant le bocal devant lui. « Voilà qui va donner une nuit de bonheur à un petit mouflet lorsque je l'aurai soufflé. »« C'est un beau rêve ?» demanda Sophie. « Un beau rêve !» s'exclama le BGG. « Mais c'est mieux que ça, c'est une bouille de gnome dorée. Ce n'est pas souvent que je n'attrape des comme ça. » « Et maintenant, tire-toi plus tranquille qu'une étoile de mer, dit-il en tenant le bocal à Sophie. Il se pourrait bien qu'il y ait tout un séisme de bouille de gnome aujourd'hui. Et s'il te plaît, arrête de respirer. Tu fais un bruit de tous les diables là en bas. »« Je n'ai même pas remis un cil, protesta Sophie. »« Eh bien, continue, répliqua sèchement le BGG. Une nouvelle fois, il se redressa de la brume en se tenant prêt, son filet à la main. Il y eut un long silence. Il attendait, écoutait, puis avec une rapidité surprenante, fit encore un bond et le filet siffla à nouveau dans l'air. « Un autre bocal !» s'écria-t-il. « Vite, vite !» Lorsque le deuxième rêve fut prisonnier du bocal et le couvercle bien vissé, le BGG l'approcha de son oreille. « Oh non, c'est... » Bonjour à tous, je m'appelle Julien Houdard, je suis en CM2B. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre Syberia, la sorcière du net. L'auteur est Jean Mola, l'illustratrice c'est Claire Delvaux, c'est un roman fantastique. Dans la salle règne un silence de mort. Je suis de nouveau assise face à mon siège, face à un écran noir. Tous les visages sont tournés vers Syberia. « Disparaissez !» hurle-t-elle. « Disparaissez tous !» Les silhouettes des garçons et des filles vacillent, deviennent transparentes et s'effacent. Nous sommes seuls, Syberia et moi. Et vu sa tête, je crois que j'ai pas tardé à passer un seul quart d'heure. La sorcière a pâli sous l'effet de la rage. Ses cheveux sont agités d'effrayantes ondulations et se tordent comme des serpents sur le point de mordre. Je ne peux retenir un mouvement de recul. Quand elle vrille ses yeux dans les miens. « Pourquoi as-tu arraché le masque de l'elfe ?» Sa voix grince plus que jamais, comme si les intonations de l'autre, la vilaine carabosse cachée sous le déguisement de cybersorcière, reprenait le dessus. Elle poursuit. « N'étais pas-tu heureuse dans le monde que j'ai créé ? Avais des aventures autrement palpitantes que celles que tu connais dans ta misérable petite existence ? Ma misérable petite existence ? Mais qu'est-ce que c'est de moi cette mégère ? Je serre les poings et je crie. Je ne veux pas de votre monde. Il est faux, menteur, vous n'inventez rien, vous êtes une kidnappeuse, une criminelle. Mais il semble que je cache de rien. Tu l'as vu avant d'arriver ici. Avec moi, sale petite vipère, vous devenez sage comme des images. Vous vous complaisez dans vos univers virtuels, vos yeux violents. Vos parents n'hésitent pas à vous abandonner devant vos écrans pendant des heures. Eh bien moi,
Je ne ferai rien d'autre d'aller dans le sens de vos désirs et je suis certaine que je vais avoir un succès monstrueux. Laissez-moi partir et libérer tout ce que vous avez enlevé. Et pour quelle raison t'oublierais-je, ma chérie? Le ton qu'elle emploie me flanque la chair de poule. Je regarde autour de moi, à la recherche de quelque chose, d'une arme que je pourrais essayer contre elle, Siberia Ricane. Que penses-tu contre moi, ma pauvre enfant? Mes pouvoirs sont immenses, comme tu as pu le constater. Et la seule chose qui pourrait me détruire, tu n'as aucune chance de la trouver ici. Surtout, ne pas s'affoler. Qu'est-ce qui pourrait me permettre de la vaincre? Siberia doit lire cette interrogation dans mes yeux, car elle grince. Je crains fort que tu n'aies jamais l'occasion de le savoir. Elle fait bouffer sa chevelure, darde une langue pointue entre ses lèvres écarlates et dit « Écoute bien ce que je vais te raconter. Les sorciers ont depuis bien longtemps déserté ton monde. Vous êtes tellement habiles à faire le mal que nos sortilèges faisaient parfois pâle figure à côté de vos entreprises de destruction. Et puis par hasard, je suis revenu voir ce que vous fabriquez. J'étais enthousiasmée. Votre internet est un merveilleux moyen d'ensorcellement de masse. Et le plus stupéfiant, c'est que vous êtes prêts à payer pour ça. » Bonjour, je m'appelle Mila, je suis en CM2B et aujourd'hui je vais vous lire un extrait du livre Sibylla Arobase, la sorcière du net. L'auteur est Jean Mola, l'illustratrice est Claire Delvaux et c'est un roman fantastique. Dans la salle règne un silence de mort. Je suis de nouveau assis sur mon siège face à un écran noir. Tous les visages sont tournés vers Sibylla Arobase. « Disparaissez !» hurle-t-elle. « Disparaissez tous !» Les silhouettes des garçons et des filles vacillent, deviennent transparentes et s'effacent. Nous sommes seuls, Sibylla Arobase et moi. Et vu sa tête, je crois que je ne vais pas tarder à passer un sale quart d'heure. La sorcière a pâli sous l'effet de la rage. Ses cheveux sont agités d'effrayantes ondulations et se tordent comme des serpents sur le point de mordre. Je ne peux retenir un mouvement de recul quand elle vrille ses yeux dans les miens. Pourquoi as-tu arraché le masque de l'elfe? Sa voix grince plus que jamais, comme si les intonations de l'autre, la vilaine carabosse cachée sous le déguisement de cyber-sorcière, reprenaient le dessus. Elle poursuit. N'étais-tu pas heureuse dans le monde que j'ai créé, à vivre des aventures autrement palpitantes que celles que tu connais dans ta misérable petite existence? Ma misérable petite existence? Mais qu'est-ce qu'elle sait de moi, cette mégère? Je serre les poings et je crie. Je n'en veux pas de votre monde. Il est faux, menteur, vous n'inventez rien. Vous êtes une kidnappeuse, une criminelle. Mais il me semble que je ne me cache de rien. Tu l'as lu avant d'arriver ici. Avec moi, sale petite vipère, vous devenez sage comme des images. Vous vous complaisez dans vos univers virtuels, vos jeux violents. Vos parents n'hésitent pas à vous abandonner devant vos écrans pendant des heures. Eh bien, moi, je ne fais rien d'autre que d'aller dans le sens de vos désirs. Et je suis certaine que je vais avoir un succès monstrueux. Laissez-moi partir et libérer tout ce que vous avez enlevé. Et pour quelle raison t'obéirais-je, ma chérie? Le ton qu'elle a employé me flanque la chair de poule. Je regarde autour de moi à la recherche de quelque chose, d'une arme que je pourrais utiliser contre elle. Sibylla Arobase ricane. Que penses-tu pouvoir contre moi, ma pauvre enfant? Mes pouvoirs sont immenses et comme tu as pu le constater, et la seule chose qui pourrait me détruire, tu n'as aucune chance de la trouver ici. Surtout ne pas s'affoler. Qu'est-ce qui pourrait me permettre de la vaincre? Sibylla Arobase doit lire cette interrogation dans mes yeux car elle grince. Je crains fort que tu n'aies jamais l'occasion de le savoir. Elle fit bouffer sa chevelure, darde une langue pointue entre ses lèvres écarlates et dit « Écoute bien maintenant ce que je vais te raconter. Les sorciers ont depuis bien longtemps déserté ton monde. C'est tellement habile à faire le mal que nos sortilèges faisaient parfois pâle figure à côté de vos entreprises de destruction. Et puis par hasard, je suis revenue voir ce que vous fabriquez. J'ai été enthousiasmée. Votre internet est un merveilleux moyen d'ensorcellement de masse. Et le plus stupéfiant, c'est que vous êtes prêts à payer pour ça. Merci. Bonjour, je m'appelle Maëlys, je suis en CM2D et aujourd'hui je vais vous lire un extrait du livre Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry et c'est un roman fantastique. Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu ainsi ta petite fille mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau le 4e jour au matin quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. Mais il faut attendre. » Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Tu as l'air très surpris d'abord et puis tu as ri de toi-même et tu m'as dit « Je me crois toujours chez moi. En effet,
Quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en 1 minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 44 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais, tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Le jour des 44 fois, tu étais donc tellement triste, mais le petit prince ne répondit pas. Le 5e jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence, un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs? Un mouton mange tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines? Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupée à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles? Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. J'étais irritée par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh, mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Il me regarda stupéfait. De choses sérieuses. Il me voyait mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait très laid. Tu parles comme les grandes personnes. Ça me fait un peu honte, mais impitoyable. Il ajouta, tu confonds tout, tu mélanges tout. Merci de m'avoir écouté. Bonjour tout le monde et chers membres du jury. Je m'appelle Loïc Prophète au lycée français René Descartes. Je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'intitule « Émile et les détectives ». C'est un roman policier de Eric Kastner. Chapitre 5. Émile descend en cours de route. Le train se remit en marche au moment même où Émile s'éveilla. Pendant son sommeil, il était tombé de la banquette. Il se retrouva très effrayé sur le plancher. Il ne comprenait pas encore pourquoi. Son cœur battait tel un soufflet de forge. Accroupi dans son compartiment, il oubliait presque où il était. La mémoire lui revint partiellement. Mais oui, il allait à Berlin. Il s'était endormi comme le monsieur au chapeau melon gris. De bon, Émile se redressa droit comme un i et il murmura. Mais il est parti. Ses genoux commencèrent à trembler. Lentement, il se mit debout et machinalement remit son costume en ordre. Puis une autre pensée lui vint. L'argent est-il toujours à sa place? Et il ressentit devant cette question une indescriptible angoisse. Un long moment, il resta appuyé contre la portière sans oser bouger. Là-bas, cet homme, ce Grundace tout à l'heure, assis dans un coin et qui ronflait en dormant. Maintenant, il n'était plus là. Ce n'était pas une raison pour douter de tout. C'était un peu stupide de penser tout de suite. Tous les voyageurs n'allaient pas forcément à Berlin parce qu'Émile y allait. Et certainement, son argent était toujours à sa place. N'était-il pas bien caché, premièrement dans une poche, puis dans une enveloppe et enfin attaché avec une épingle à la doublure? Lentement, Émile glissa une main dans sa poche intérieure droite. La poche était vide. L'argent avait disparu. De la main gauche, il retourna sa poche. De la main droite, il tâtait l'extérieur de son veston. Rien, la poche était vide, l'argent envolé. Aïe! Émile retira de la main de sa poche. Il en retira en même temps l'épingle qui avait servi à fixer les billets.
Il ne restait plus qu'elle et elle était à présent enfoncée dans son index qui commença de saigner. Avec son mouchoir, il banda son doigt et se mit à pleurer. Ce n'était pas pour un peu de faim qu'il pleurait, bien entendu. 15 jours auparavant, il s'était presque assommé en tombant sur un réverbère. Il en avait encore une bosse sur le front. Et cependant, il n'avait pas poussé un cri. Il pleurait son argent, il pleurait à cause de sa mère. Celui qui ne comprendra pas cela, si brave soit-il, est bien à plaindre. Émile savait combien sa mère avait peiné pendant des mois pour épargner ses 50 marks et l'envoyer à Berlin. Et maintenant, à peine monsieur son fils était-il dans le train, il s'installait dans un coin, s'endormait, rêvait des absurdités et s'est laissé voler son argent par un filou. Et il n'aurait pas pleuré. Qu'allait-il faire? Descendre à Berlin et dire à sa grand-mère, me voilà? Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, chers membres du jury. Je suis Victor Louis de la CM1B. L'extrait que je m'en vais vous lire aujourd'hui est tiré du roman historique Le Roi du Jazz, écrit par Alain Gerbert et de la maison d'édition Bayer-Poche. Chapitre 1. Le cornet à piston. Je m'appelle Léon Randolph Jackson. J'ai 11 ans. Je suis noir et je suis bleu. Noir, c'est ma couleur du dessus, la couleur de ma peau. Bleu, c'est la couleur du dedans. Chez nous, à la Nouvelle-Orléans, en bas de l'Amérique, on ne dit pas qu'on est triste, on dit qu'on est bleu. Et si quelqu'un vous raconte qu'il a le bleu, alors soyez chic avec lui, parce que ça signifie qu'il a le cafard. Oh, bien sûr, je ne suis pas bleu tout le temps. L'âme, c'est comme un caméléon. Ça change de couleur à tout bout de champ. Ma mère dit souvent que la vie vous en fait voir de toutes les couleurs. L'âme est capable de prendre l'une après l'autre chacune des couleurs de la vie. Parfois, plusieurs à la fois. Ça peut faire un joli tableau quand le mélange est réussi. Mais là, devant la vitrine du Steve Musicor, le magasin d'instruments du quartier, je me sens bleu, pur, bleu. Je serais même bleu foncé si l'âme de mon copain Noël n'était pas de la même couleur que la mienne. Vous aurez remarqué que Léon, Noël et Léon, c'est le même mot, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. C'est le même mot, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Avec notre passion pour la musique et notre amitié, c'est tout ce qu'on a de commun, lui et moi. Par exemple, les parents de Noël, la vieille Madame Martha Beider et son mari, qui fait encore l'horloger au coin de Canal Street, ils ont habité l'Allemagne autrefois. Mes grands-parents, moi, sont enterrés depuis longtemps. Je ne les ai pas connus. En fait, maman m'a dit qu'un jour, ils étaient venus d'Afrique. Moi, ne me mentirait pas. Mais j'ai quand même du mal à y croire. C'est tellement loin l'Afrique. Il y a tellement d'eau à traverser là-bas. Il paraît qu'on voit le soleil tous les jours et jamais d'hiver. Alors pourquoi aurait-il fait tout ce chemin si c'était pour être moins bien qu'avant? Chérie à moi, tu vas me donner les bleus avec tes sacrées questions. Si tu nous servais plutôt un bon verre de limonade. Donc, nous voilà devant chez Steve, Noël Beider et moi. Même quand on oublie de se donner rendez-vous, c'est là qu'on se retrouve tous les jours, y compris le dimanche où la boutique est fermée. Mais un cadenas sur la porte, ça n'a jamais empêché personne de lorgner l'étalage. On a chacun une fesse sur la borne d'incendie qui est au bord du trottoir, juste devant la vitrine. Et on lorgne, comme si on nous avait payé pour ça. J'ai entendu des histoires où quelqu'un dans la jungle est hypnotisé par un serpent. Noël et moi, on est hypnotisés par un cornet à piston. Une sorte de trompette, encore plus enroulée sur elle-même que les serpents. Steve l'a installée sur un morceau de velours rouge au beau milieu d'un tas d'autres affaires qu'on ne voit même pas. Et il brille, doucement, comme si la lumière venait de l'intérieur, comme si c'était la couleur de son âme qui remontait à la surface. Parce que nous savons une chose, un secret que je peux bien vous confier, c'est que les cornets à piston ont une âme, et ça rend bleu, quand on y songe. Les choses qui ont une âme, elles ne devraient pas être enfermées dans des devantures, non ? Notre cornet, on pourrait le contempler durant des heures. On continue de le voir si on ferme les yeux. Bonjour, je m'appelle Maë Gustave et je suis en classe de CM1A. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre 35 kilos d'espoir, écrit par Anna Gavalda. Je hais l'école. Je la hais plus que tout au monde. Et même plus que ça encore. Elle me pourrit la vie. Jusqu'à l'âge de 3 ans, je peux dire que j'ai été heureux. Je ne m'en souviens plus vraiment, mais à mon avis, ça allait.
Je jouais, je regardais ma cassette de Petit ours brun 10 fois de suite, je dessinais et j'inventais des milliards d'aventures à Gros Doudou, mon chien en peluche que j'adorais. Ma mère m'a raconté que je restais des heures entières dans ma chambre à jacasser et à parler tout seul. Je conclus donc que j'étais heureux. À cette époque de ma vie, j'aimais tout le monde et je croyais que tout le monde s'aimait. Et puis, quand j'ai eu 3 ans et 5 mois, patatras, l'école. Il paraît que le matin, j'y suis allée très content. Mes parents avaient dû me bassiner avec ça pendant toutes les vacances. « Tu as de la chance, mon chéri, tu vas aller à la grande école. Regarde ce beau cartable tout neuf, c'est pour aller dans ta belle école. » Et gna gna gna. Il paraît que je n'ai pas pleuré. Je suis curieux, je pense que j'avais envie de voir ce qu'ils avaient comme jouets et comme Lego. Il paraît que je suis revenue enchantée à l'heure du déjeuner, que j'ai bien mangé et que je suis retournée dans ma chambre raconter ma merveilleuse matinée à Gros Doudou. Eh bien, si j'avais su, je les aurais savourées ces dernières minutes de bonheur, parce que c'est tout de suite après que ma vie a déraillé. « On y retourne », a dit ma mère. « Où ça ? Eh bien, à l'école. » « Non. »« Non quoi ? Je n'irai plus. »« Ah bon ? Et pourquoi ? » Parce que ça y est, j'ai vu comment c'était et ça ne m'intéresse pas. J'ai plein de trucs à faire dans ma chambre. J'ai dit à Gros Doudou que j'allais lui construire une machine spéciale pour l'aider à retrouver tous les os qu'il a enterrés sous mon lit. Alors, je n'ai plus le temps d'y aller. Ma mère s'est agenouillée et j'ai secoué la tête. Elle a insisté et je me suis mise à pleurer. Elle m'a soulevée et je me suis mise à hurler. Et elle m'a donné une claque. C'était la première de ma vie. Voilà, c'était ça à l'école. C'était le début du cauchemar. Cette histoire, j'ai entendu mes parents la raconter 1 milliard de fois. À leurs amis, aux maîtresses, aux profs, aux psychologues, aux orthophonistes et à la conseillère d'orientation. Et à chaque fois que je l'entends, ça me rappelle que je ne lui ai jamais construit ce détecteur d'os à Gros Doudou. Maintenant, j'ai 13 ans et je suis en 6e. Oui, je sais, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous explique tout de suite, ce n'est pas la peine de compter sur vos doigts. J'ai redoublé 2 fois, le CE2 et la 6e. L'école, c'est toujours le drame à la maison, vous pouvez imaginer. Ma mère pleure et mon père m'engueule, ou alors c'est le contraire, c'est ma mère qui m'engueule et mon père qui ne dit rien. Moi, ça me rend malheureux de les voir comme ça. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux leur dire dans ces cas-là ? Rien. Bonjour tout le monde, je m'appelle Raya Manji, je suis en classe de CM1B au lycée français René Descartes de Kinshasa. Et aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre qui s'intitule « Cyber, la sorcière du net ». L'auteur est Jean Mola et l'illustrateur est Claire Delvaux. C'est un roman fantastique édité par Éditions Lito. Maintenant, avec votre permission, je vais débuter. Chapitre 3. La mélodie me berce. Je reconnais une chanson que me chantait maman quand j'étais toute petite. Elle me la fredonne tendrement à l'oreille et je sens la fraîcheur de sa main sur mon front. Je soulève mes paupières. La lumière est douce, tout autant que le lit sur lequel je suis allongée. Maman me regarde de ses beaux yeux. Alors, Juliette, on se réveille. La voix, cette voix où je devine comme un bruit de porte qui grince, des arêtes tranchantes, de la glace et du froid. Ce n'est pas celle de maman. D'un coup, tout me revient. La chouette, le rat, la bouche monstrueuse, mon évanouissement. Je me redresse. Ses yeux, je les reconnais. De drôles d'yeux verts, habités par une petite flamme malfaisante. La femme qui est assise sur le côté du lit se lève et j'ai du mal à retenir un hoquet de surprise. Jamais je n'ai vu une femme aussi belle, aux traits aussi parfaits. Elle est sanglée dans une combinaison orange et verte, hyper moulante. Tout est bien en place, au bon endroit et en abondance. Je me sens aussitôt étreinte par une jalousie incontrôlable. Je donnerais n'importe quoi pour ressembler à ça, moi aussi. Pour couronner le tout, elle possède une chevelure ahurissante,
une masse de mèches épaisses et noires qui semble se tordre comme des serpents à chacun des mouvements de sa tête. Elle me sourit, comme si on était de vieilles connaissances. Autour de moi, la pièce est à l'image du personnage. Des couleurs froides, des meubles aux formes improbables, des écrans partout. Un décor de science-fiction. Je finis par demander d'une voix mal assurée « Qui êtes-vous et qui vous a appris mon nom ?» La femme pose les mains sur ses hanches d'une manière un peu théâtrale et me contemple. « Qui suis-je ? Voilà une merveilleuse question. Et si naïve ? Mais je suis Cyber, voyons. Tu as dû le lire sur ton écran, puisque tu es parvenu jusqu'ici. Quant à ton nom, mes pouvoirs magiques me permettent de savoir tellement de choses. » Je me retiens d'éclater de rire. Une folle, je me suis fait kidnapper par une folle. Minute pourtant. Personne ne m'a kidnappée. J'étais bien tranquillement en train de surfer sur Internet dans le bureau de mon père et je me suis fait boulotter par l'écran de son ordinateur. Alors, soit c'est moi qui suis zinzin, soit... Vous êtes une sorcière. Elle esquisse une révérence. Le terme est un peu vieillot, non ? Disons une cyber witch, c'est plus tendance. J'essaye de me souvenir des cours d'anglais de Mademoiselle Macoin. Cyber witch, cyber sorcière ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Les sorcières ? Merci d'avoir pris le temps de m'écouter.